Bonsoir Raphaël Glucksmann. Bonsoir. Merci d'avoir accepté cette invitation. C'est l'image de la journée, un drapeau palestinien brandi par un député LFI à l'Assemblée nationale. Le député a été exclu pour 15 jours. S'en est suivi une vive altercation dans les couloirs avec un député LFI, un député soutien d'Israël, traité de porc. Certains redoutaient l'importation du conflit en France. On y est, vous le regrettez? Je regrette ces images, ces insultes. Vous savez, il y a un règlement, il faut le respecter, mais la sanction semble disproportionnée au regard de la jurisprudence de l'Assemblée nationale. Mais moi, ce n'est pas ces images qui me hantent, ce n'est pas les images de l'Assemblée nationale. Ce qui me hante et ce qui m'obsède, c'est les images d'un enfant. Un enfant qui s'appelait Karam et qui est mort de faim dans les bras de sa mère. Et sa mère, pendant des heures, n'a pas voulu recouvrir son corps pour pouvoir continuer à lui parler. Et elle a demandé au médecin de montrer au monde l'image de cet enfant. Et c'est ça qui doit nous obséder. Ce sont ces images-là qui doivent nous hanter. Et c'est pour cela qu'il faut tout faire pour obtenir un cessez-le-feu permanent et la libération des otages. Mettre fin à l'offensive et au carnage. Vous avez raison, ce qui s'est passé à l'Assemblée se produit aussi après l'attaque d'un camp de réfugiés à Rafah qui a fait 45 victimes. Emmanuel Macron s'est dit indigné, Benyamin Netanyahou affirme avoir visé un quartier général du Hamas et parle d'accident tragique. Faut-il que la France prenne des sanctions à l'endroit d'Israël, par exemple? Faut-il un embargo sur les ventes d'armes? Vous savez, moi je n'ai pas tergiversé le 7 octobre pour condamner les attaques terroristes abjectes de l'organisation terroriste Hamas. Mais là, la réduction en cendres de la bande de Gaza, de Rafah, l'extension infinie des colonies en Cisjordanie, tout cela est profondément scandaleux. Et il faut donc hausser le ton face à Benjamin Netanyahou, et à ses alliés de l'extrême droite israélienne qui sont en train de commettre des crimes abjects. Pas de génocide, puisque ce mot est dans le débat. Il faut. Pas de génocide. C'est pas le mot que vous utilisez. J'ai un usage extrêmement précautionneux du terme qui est fondé sur la justice internationale. Donc je me fie à ce qu'a dit la Cour de justice internationale. Maintenant, il faut désormais allier les actes aux paroles. Il y a un accord d'association avec Israël. Entre l'Europe ? Entre l'Union européenne et Israël. Moi, je suis député européen. Ce qui m'intéresse là, c'est qu'est-ce qu'on peut faire à l'échelle européenne pour mettre la pression sur Benjamin Netanyahou. Je précise peut-être pour les gens qui nous regardent que cet accord fait d'Israël le premier partenaire de l'Europe, le premier partenaire commercial d'Israël. Et donc cet accord, il a une clause des droits humains, de respect des droits humains. Il faut activer cette clause pour suspendre cet accord. Il faut montrer à M. Netanyahou que nous sommes extrêmement sérieux. Et il faut par ailleurs montrer que nous sommes sérieux aussi pour lutter contre les soutiens du Hamas. En fait, il faut arrêter de parler, il faut agir. Et les soutiens du Hamas, tout le monde les connaît, c'est l'Iran et le Qatar. Et il faut enfin offrir une perspective politique aux Palestiniens. Vous savez, on répète tous, constamment, partout, une solution à deux États. Mais plus on en parle, plus cette solution est éloignée. Et donc maintenant, ce qu'il faut faire, c'est montrer que l'État palestinien va advenir, que malgré toutes les tentatives de Benjamin Netanyahou depuis bien avant le 7 octobre, pour rendre cet État impossible, eh bien pour les États européens, il doit advenir et donc il faut reconnaître l'État palestinien. Donc ça veut dire qu'il faut faire comme l'ont fait l'Espagne, l'Irlande et la Norvège, reconnaître officiellement l'État de Palestine. Le président de la République s'est exprimé à l'instant sur le sujet. Il a dit au fond ça n'est pas tabou, mais ça n'est pas le moment. Il ne faut pas prendre cette décision sous le coup de l'émotion. Vous dites aujourd'hui c'est l'émotion. Ce n'est pas sous le coup de l'émotion. C'est précisément parce qu'il n'y aura pas de paix tant qu'il n'y a pas de droits des Palestiniens qui sont reconnus. Et qu'il faut lutter contre le Hamas et montrer aux Palestiniens que nous serons à leur côté et que nous reconnaîtrons leur État. Parce qu'aujourd'hui, toutes les promesses sont vagues. Le moment est venu de montrer que la paix ne sera obtenue qu'avec la reconnaissance de ces droits qui sont bafoués depuis si longtemps. Vous savez ce que dit François-Xavier Bellamy? Il dit ce serait donner raison, si on faisait ça, ce serait donner raison à ceux qui ont déclenché l'attentat du 7 octobre. Au contraire, ce serait la fin du Hamas. C'est ça la vérité. C'est que le Hamas prospère sur l'absence de perspective donnée aux Palestiniens. Et donc il faut d'un côté être beaucoup plus dur avec les sponsors du Hamas, notamment le Qatar qui a pignon sur rue dans notre pays.
et l'Iran. Au Parlement européen, on propose, on demande, on exige depuis des mois le fait que les gardiens de la révolution soient placés sur la liste des organisations terroristes. Eh bien, il faut le faire. Mais la paix passe par la reconnaissance des droits des Palestiniens. C'est vraiment quelque chose qu'il faut que chacun comprenne. La meilleure manière de mettre fin au fanatisme et au terrorisme, c'est de garantir aux Palestiniens qu'ils auront leur État, qu'ils vont reconnaître leurs droits, voir leurs droits reconnus. Vous avez mené toute cette campagne, comme vous le faites encore ce soir, en défendant l'idée de Malraux. On ne fait pas, c'est une phrase que vous citez souvent, on ne fait pas de politique avec de la morale, mais on n'en fait pas davantage sans. On vous écoute. Erdogan, il nous traite comme des otages, en fait. Vladimir Poutine est humilié. Et il faut qu'il soit humilié. Xi Jinping n'est pas notre ami. La Chine, la Russie, la Turquie, l'Iran, le Qatar. Est-ce que vous pensez que l'Europe doit parler et établir des partenariats uniquement avec ceux qui partagent ses valeurs? Non, moi je veux que l'Europe se fasse respecter. Je veux que l'Europe devienne puissante. C'est le cœur de mon projet. C'est le combat de ma vie, l'affirmation d'une puissance européenne. Or, cette puissance européenne, elle n'adviendra que si on trouve en nous la volonté de défendre nos intérêts stratégiques et nos intérêts vitaux. On s'est couché devant Vladimir Poutine. Ce n'était pas réaliste de se coucher devant Vladimir Poutine. On s'est couché devant la Chine. On a laissé ratiboiser nos productions. Ce n'était pas réaliste de laisser ratiboiser nos productions. Quand vous dites on, ce sont les chefs d'État. Les dirigeants européens. On va européens. voir quelques photos. François Hollande en Arabie Saoudite avec le roi. François Hollande avec l'émir du Qatar. Emmanuel Macron avec Vladimir Poutine. Emmanuel Macron avec Ebrahim Raïssi. Comment ça s'appelle la réelle politique. Caroline, je vois bien. Vous essayez de me faire passer pour un droit de l'homiste. Mais je vais vous dire une chose. Je suis profondément réaliste. On peut parler à tout le monde, sans doute. Mais on doit parler en position de force et on doit assumer les rapports de force qui nous sont imposés. La Chine. Quand vous avez la Chine, très bon exemple, on reçoit avec un tapis rouge Xi Jinping. Vous savez que dans le même temps, la Chine a ratiboisé nos productions dans les panneaux photovoltaïques. Moi, j'ai vu les dirigeants d'une entreprise, Sistovi, qui était une entreprise florissante à Carquefou, à côté de Nantes, une entreprise de production de panneaux solaires. Eh bien, les Chinois ont divisé leur prix par 4 en quelques semaines pour éradiquer notre production. Et ils ont imposé leur production, qui repose sur l'esclavage des Ouïghours, dans la production de polysilicium, sur des subventions massives et sur des stratégies de vente à perte. Sistovi a dû mettre la clé sous la porte. Des salariés français se sont fait éjecter de leur taf. Donc, quelle mesure doit prendre l'Europe ? Il faut assumer de faire ce que font les Américains ou les Canadiens. Les Américains, ils taxent à 100% quand il y a du dumping chinois. Les Canadiens à 235%. Et nous sommes les derniers naïfs sur Terre. Donc moi, ce que je vais vous dire, Caroline Roux, je suis le réaliste. Parce que je sais que le monde est plein de rapports de force et que quand vous n'assumez pas ces rapports de force, quand vous croyez qu'il faut respecter les règles de l'Organisation mondiale du commerce qui seraient données par Dieu à Moïse sur le mont Sinaï et que vous êtes les dindons de la farce de la globalisation, eh bien vous vous faites écraser. La question c'est comment ? Vous parlez, restons sur cet exemple chinois. La Chine contourne les obstacles que l'Europe se prépare à mettre devant elle. La Chine a ouvert des usines au Maroc pour produire des batteries. 10 milliards d'euros investis. Elle passe par le Maroc, qui a des accords de partenariat avec l'Europe pour contourner les obstacles qui sont mis par les Européens face à elle. Comment est-ce que l'on fait ? Eh bien, nous avons un programme et on assume de le dire. On veut le protectionnisme écologique européen. Avec le Maroc ? On veut le protectionnisme écologique européen. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que déjà, on va réserver les commandes publiques, 15%, ça fait 15% des commandes, 15%, donc on va réserver l'ensemble des commandes publiques en priorité aux productions européennes. Dans les énergies renouvelables, par exemple, ce sera massif. On assumera aussi de ne pas laisser rentrer sur notre marché les produits qui ne respectent pas les normes que nous imposons à nos producteurs. Ça s'appelle les mesures miroirs. En fait, on va faire ce que font les grandes puissances. Mais vous dites c'est-à-dire on, qu'on c'est défend... qui on comment vous faites avec les Allemands ? Eh bien, vous savez, ils exportent, justement, vous le savez bien, 40% de leurs voitures sont exportées en Chine. Nos intérêts à nous ne sont pas totalement les mêmes que les intérêts des Allemands. Eh bien, vous savez, quand vous dites on, comment on fait ? J'ai beaucoup travaillé avec les Allemands, puisque
quand je suis arrivé au Parlement européen, j'ai d'abord été dans la commission droits humains. J'ai très vite compris que dans la commission droits humains, on mettait des gens comme moi pour faire des grands discours sur les droits humains. Donc ensuite, j'ai compris que le cœur du pouvoir était dans la commission commerce international. Je suis donc allé dans la commission commerce international tout de suite. Et là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis en place des instruments de défense commerciaux. Par exemple, l'instrument de bannissement des produits de l'esclavage, pour protéger nos producteurs d'une concurrence absolument déloyale, reposant sur le travail forcé. Eh bien, quand on les met en place, moi, pour les mettre en place, j'ai été beaucoup en Allemagne, discuter avec le patronat allemand. Et effectivement, il y a des grands groupes allemands qui ont lié leur destin au Parti communiste chinois et au régime de Xi Jinping. Par exemple, Volkswagen, qui produit 40% de ses voitures en Chine et qui en vend 50% en Chine. Eh bien, vous avez ces grands groupes, mais vous avez aussi tout le Mittelstand allemand, toutes les PME allemandes, qui, elles aussi, aujourd'hui, se font ratiboiser. Et donc, il y a une bascule en Allemagne qui est en train de s'opérer. Ils ont compris que eux aussi allaient être les victimes de cette globalisation sans règles. Et donc, ils font pression pour qu'on défende nos producteurs. Ce qui nous manque, vous savez, c'est un peu de courage politique, de volonté politique, d'assumer. Les dirigeants de Systoli, quand vous les rencontrez, ils vous disent quoi? Ils vous disent « on a été lâchés par un échelon, qui est l'échelon politique. » Vous allez devoir annoncer des mauvaises nouvelles, par exemple aux producteurs de porc français, qui ont accès, de porc aussi, français, qui ont accès au marché chinois, aux producteurs de cognac. Il faut leur dire ce soir, oui, c'est un sacrifice au nom des droits, au nom des valeurs. Non, ce n'est pas au nom des droits et des valeurs. Au nom de quoi? Caroline, au nom de notre capacité à produire. Si nous ne faisons rien, nous serons devenus un pur continent de consommateurs. Nous ne produirons rien, ni les panneaux photovoltaïques, ni les voitures électriques, ni les éoliennes, ni rien de ce dont nous avons besoin. Or, ce qu'on a vu pendant la pandémie, soyons pas des poissons rouges, ce qu'on a vu pendant la pandémie, ce sentiment d'humiliation qu'on a tous ressenti, quand on a vu qu'on était incapable de produire du Doliprane ou du Curare en Europe, pour nos hôpitaux, pour soigner, eh bien, ce qu'on a vu, il faut s'en souvenir et bâtir de nouvelles politiques dessus. Moi, ce que je veux, c'est que l'Europe redevienne un continent de producteurs. Producteurs de sécurité. Nous ne pouvons pas dépendre exclusivement pour notre sécurité des États-Unis d'Amérique, d'autant plus que Donald Trump risque d'être président. Producteurs d'énergie. Et c'est pour ça que la transformation écologique sera un immense moment où on va redécouvrir le sentiment de liberté que nous avons perdu, de souveraineté et d'autonomie, et producteurs de biens dans tous les secteurs stratégiques que nous allons identifier à l'échelle européenne. Et ça commencera par le médicament, l'énergie, les industries vertes. Sinon, nous serons totalement dépendants de la Chine. Vous voulez vivre dépendant de la Chine communiste? Sérieusement, c'est la question qui nous est posée. Un mot sur l'Ukraine, si vous le voulez bien, puisque vous avez fait aussi de la défense de l'Ukraine un axe fort, un marqueur très fort de votre campagne. Les Américains et le secrétaire général de l'OTAN défendent l'idée qu'ils font autoriser les Ukrainiens à frapper sur le territoire russe avec des armes occidentales. À l'instant, Emmanuel Macron vient plutôt de faire un pas dans ce sens, en estimant qu'on devait permettre à Kiev, je cite, de neutraliser des bases militaires d'où la Russie tire ses missiles. Vous êtes d'accord avec ça? Cela ferait de nous des co-belligérants aux yeux des Russes? Non. Non? On a dit exactement la même chose au moment de la discussion, si vous vous souvenez, sur les livraisons de chars, ou sur les livraisons de missiles, ou sur les livraisons d'avions. On se fixe nous-mêmes des lignes rouges qui, en réalité, n'en sont pas. Frapper sur le territoire russe avec des armes occidentales. Frapper des bases militaires qui attaquent l'Ukraine. Aujourd'hui, vous savez, le front ukrainien menace de s'effondrer. Pourquoi ? Parce que nous n'avons pas livré les armes qu'il fallait, parce que nous n'avons pas réorganisé notre production, parce que nos dirigeants sont restés indolents et n'ont pas donné les ordres et le cap aux industriels, parce que nous avons refusé, parce que M. Macron a refusé de prioriser les livraisons à l'Ukraine sur tous les autres contrats des industries d'armement françaises. Eh bien, à cause de cela, à cause aussi des restrictions que l'on met à l'utilisation de nos armes, nous pouvons perdre la guerre. Et perdre la guerre, ça veut dire quoi? C'est pas juste une affaire de Crimée ou de Donbass. C'est pas un conflit territorial. L'ennemi de Vladimir Poutine, la cible de Vladimir Poutine, c'est vous, c'est moi, c'est nos démocraties. Et donc, c'est pas par solidarité avec l'Ukraine qu'on aide l'Ukraine. C'est par conscience de nos intérêts vitaux et nécessité de les défendre. C'est en fait par égoïsme qu'on aide l'Ukraine pour se protéger. Oui. Et oui, il le faut. Et donc, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'aujourd'hui, on a encore 206 milliards d'avoirs publics russes dans nos banques. Il faut les saisir et les affecter à l'aide à l'Ukraine. Il faut mettre fin au Tout le monde est d'accord en Europe là-dessus? Je me bats.
Vous savez, la vie est un combat. Oui. Je me bats pour convaincre et pour rallier une majorité à cela. Et c'est pour ça qu'il faut des députés convaincus pour faire changer les majorités. Vous savez, Alors, un justement, exemple qui est lié à juste... sur la méthode européenne, c'est intéressant d'aller sur ce point-là puisque vous parlez de majorité. Vous êtes pour une Europe fédérale. Vous le dites, vous l'assumez depuis le début de la campagne. Vous défendez, ça peut sembler un peu technique, mais ça ne l'est pas et c'est fondamental quand on parle de l'Europe. Vous défendez la majorité qualifiée pour passer des textes plutôt que l'unanimité. Alors l'unanimité, c'est une sorte de droit de veto. Avec votre modèle, s'il était appliqué, la France n'aurait plus la possibilité de dire non À quoi? à des décisions qui desservent ses intérêts, par exemple, Mais vous savez- avec une majorité Vous qualifiée. savez, aujourd'hui, on n'arrive pas à faire la cohérence fiscale. Aujourd'hui, si vous avez au coin de votre rue, Madame Roux, au coin de votre rue, un Starbucks et un PMU, les deux vendent du café. Le Starbucks paye 3 fois moins d'impôts que le PMU. Pourquoi? Parce qu'il est domicilié aux Pays-Bas fiscalement. Et que donc nous avons toléré des paradis fiscaux au sein de l'Europe. Si vous voulez mettre fin à cela, vous avez besoin de mettre fin au droit de veto sur les questions fiscales. Aujourd'hui, chaque fois qu'on discute des sanctions qui sont vitales pour nous, pour notre sécurité face au régime russe, nous sommes les otages du veto de M. Orban. C'est pas par idéalisme, c'est pas par utopisme fédéraliste que je veux des avancées fédérales de l'Union européenne. C'est par souci d'efficacité. Mais ça veut dire C'est qu'il parce faut que je veux toujours- qu'on puisse reprendre en main notre destin face aux empires autoritaires qui nous menacent, face à la catastrophe climatique, face à l'injustice fiscale et à l'incohérence fiscale, au dumping fiscal, face aux multinationales qui se jouent de nous, en jouant de nos incohérences. Eh bien, il faut des avancées de l'Union européenne. Et oui, je les assume. C'est une prise de risque de passer à la majorité qualifiée. Si, à un moment donné, je rappelle pour les gens qui nous regardent, on est en pleine campagne, il faut 55% des États membres, c'est-à-dire 15 États sur 27 qui portent par exemple un sujet. La France, c'est 15% de la population européenne. Il faut 65% de la population de l'Union européenne pour avoir cette majorité qualifiée. C'est une prise de risque, à un moment donné, de changer cette règle du jeu. Ce qui est une prise de risque, Caroline Roux, c'est de rester en l'état. C'est de continuer à être un continent traité comme une serpillière par les dirigeants chinois ou par les dirigeants des multinationales ou par Vladimir Poutine. Donc vous nous dites que ce n'est pas une prise de risque de prendre la moindre décision sur la défense, sur la santé. Souvenez-vous des vaccins pendant le Covid, sur l'organisation d'une défense européenne. On est arrivé sur les la vaccins. fiscalité. Oui, on est arrivé sur les vaccins et on a vu quoi? On a vu que ça fonctionnait quand les décisions étaient prises de manière commune. Et donc, avec les règles qui sont en l'état, ce qu'il faut faire, il faut le faire sur la défense, il faut le faire sur la fiscalité, il faut le faire contre le dumping social. Si nous voulons que l'Europe devienne une puissance, il faut lui donner les moyens de le devenir. Et ça passe notamment par des réformes institutionnelles qui rendent l'Europe plus efficace. Vous savez, on donne de plus en plus de pouvoir à l'Union européenne, mais on a un système de prise de décision qui nous rend fondamentalement impuissants. Moi, je veux la fin de l'impuissance. Je pense que l'impuissance nous conduit au déclin et mine nos démocraties. Il faut que l'Europe cesse de rimer avec impuissance et que la démocratie cesse de rimer avec la faiblesse. C'est tout le projet que je porte. Le sujet, ce n'est pas simplement de défendre les intérêts de la France, c'est ça que vous... Le sujet, c'est de défendre les intérêts des Français. Et ils seront défendus quand nous aurons une puissance européenne capable de peser sur le cours des choses et de défendre leurs intérêts. Par le protectionnisme, par la capacité à entamer des rapports de force avec les régimes qui s'ingèrent dans nos démocraties. Moi, j'ai présidé la commission spéciale du Parlement européen sur les ingérences. Et je peux vous dire qu'en fait, le Qatar, la Chine ou la Russie, ce n'est pas une affaire de politique extérieure. Ils payent, ils achètent des politiques, ils achètent des ONG, ils achètent des entreprises. Et ce qu'ils font, c'est qu'en fait, ils minent notre souveraineté. Moi, je veux une Europe efficace pour nous défendre, protectrice. Vous voulez une Europe efficace et vous voulez une Europe qui ressemble à ça, c'est-à-dire une Europe à 35, l'élargissement jusqu'à une Europe à 35. Est-ce que c'est le modèle de l'Europe que vous voulez voir s'installer? On parle évidemment de l'Ukraine notamment, candidate vous mettez la Turquie qui n'est... Non, alors la Turquie, elle est plus candidate officiellement. Là, vous pouvez l'enlever parce que... On peut l'enlever, mais 35, il y a 9 pays. Il y a 9 pays candidats. La Bosnie, l'Albanie, la Bosnie-Herzégovine, la Macédoine du Nord, la Moldavie, le Monténégro, la Serbie, l'Ukraine et la Géorgie. Voilà, il y a les pays des Balkans occidentaux, il y a l'Ukraine, il y a la Géorgie. Le gros morceau, c'est l'Ukraine. Oui. Le gros morceau, c'est l'Ukraine. C'est cette Europe-là. Et donc, il faut l'unification du continent européen. Et je l'assume. Mais je vous le dis, ça ne se fera pas
d'abord sans changement dans ces pays qui ont à intégrer l'acquis communautaire, c'est-à-dire à mener des immenses réformes, des immenses transformations dans leur pays, et ensuite sans changement chez nous. C'est-à-dire que, par exemple, vous avez la politique agricole commune. Si on ne change pas la politique agricole commune et qu'on intègre l'Ukraine, ça va être extrêmement douloureux pour nos agriculteurs. D'accord ? Mais de toute façon, nous devons changer la politique agricole commune qui est profondément injuste et qui est une des causes de la colère agricole que tout le monde semble avoir oubliée. Eh bien, pourquoi ? Parce qu'en fait, la politique agricole commune aujourd'hui, elle subventionne l'hectare. Ça veut dire que ça favorise les plus grands exploitants céréaliers de la Beauce et ça défavorise les petits éleveurs qui travaillent 70 heures par semaine pour toucher 700 € par mois. Et ça favoriserait les grandes exploitations ukrainiennes. Eh bien, nous voulons passer de la subvention à l'hectare à la subvention à l'emploi et à l'utilité écologique, ce qui rendra l'élargissement indolore pour nos agriculteurs. Je vous ai montré cette carte parce que vous dites aussi que vous voulez harmoniser, c'est dans votre programme, harmoniser par le haut les droits sociaux. Et là, on se dit comment ça peut se passer. Comment les entreprises bulgares ou roumaines et à terme ukrainiennes auront les moyens de nous suivre. C'est-à-dire qu'on va demander, par exemple, très concrètement, aux entreprises bulgares de multiplier par 4 leur SMIC. Comment est-ce qu'on fait pour harmoniser par le haut ? On ne leur demandera pas du jour au lendemain de le faire. Par contre, ce qui est sûr, c'est que ça harmonise les normes de production, et c'est même pas encore fait. Et donc, on se bat pour ça, harmoniser les normes de production, les normes qu'on impose à nos producteurs. Vous savez, le Portugal, quand il a eu le statut de candidat, l'écart entre le SMIC portugais et le SMIC français était de 1 à 10. C'est-à-dire plus encore que l'écart entre le SMIC ukrainien et le SMIC français aujourd'hui. Et donc, on doit harmoniser, aider, faire monter le niveau social, mais surtout imposer la norme. Mais parce que mais dans l'immédiat, ça se traduit le problème qu'on a aujourd'hui par du dumping social, c'est ce que disent les autres candidats de gauche. Regardez, oui, mais le dumping social, il existe déjà. Regardez. Oui, mais ça ne va pas s'arranger. Ces pays, non, au contraire. Ces pays candidats, ils ont déjà des accords de libre-échange avec nous et ils sont déjà dans une sorte d'espace économique commun. Eh bien, quand ils intègrent l'acquis communautaire, ils vont intégrer de plus en plus de normes et leurs normes de production vont se rapprocher des nôtres. Et donc, l'intégration, finalement, répond à une concurrence déloyale qui existe déjà au moment où on se parle. Et qu'il faut accepter, en fait, c'est ça que vous dites. Mais non, qu'il faut corriger. Et c'est pour ça que nous, on ne défend pas la libre concurrence comme étant le dogme absolu. Et on pense au contraire que le libre-échange et la libre concurrence ne doivent plus être des religions qu'on suit de manière profondément dogmatique. Et donc, il va falloir revenir là-dessus. Et c'est pour ça que vous avez besoin, d'ailleurs, Caroline Roux, si ça vous inquiète, d'une majorité de gauche au Parlement européen et que vous avez besoin que le groupe que je représente en France, le groupe social-démocrate, arrive devant les conservateurs et les libéraux. Un mot encore sur cette capacité qu'aura l'Europe à un moment donné de rivaliser avec des grandes puissances. On parle de la Chine encore ou des États-Unis. Est-ce qu'il faut investir davantage, emprunter davantage? Juste un mot, la France sera vraisemblablement sous le coup d'une procédure de déficit excessif. L'agence de notation Standard & Poor's va se prononcer vendredi sur la note de la France. LFI dit, de toute façon, on ne remboursera pas la dette. Sur quelle ligne êtes-vous par rapport à cela? Est-ce que la règle des 3% imposée aux pays au niveau européen est obsolète ou est-ce qu'à un moment donné, la question de la rigueur budgétaire est un sujet? Disons la vérité, cette règle n'a jamais été respectée. Et donc, la fétichiser était une erreur totale. Puisque quand ça a arrangé l'Allemagne, ils ne la respectaient pas, la France, la même chose. Donc, peu importe la note des marchés financiers, en fait. Nous, ce que nous voulons, c'est faire ce que nous avons fait face à la pandémie, le faire face à la perspective de l'effondrement climatique et la défense. Et emprunter à l'échelle européenne. Nous avons ouvert une nouvelle voie, une capacité d'emprunt mutuel. Là, il va falloir convaincre les Allemands aussi. Mais par ailleurs, alors, sur la question de la défense, ce sera assez simple de les convaincre et nous allons les convaincre. D'autant plus si Donald Trump devient président des États-Unis, puisque ça sera une urgence vitale. On ne peut pas laisser notre continent désarmé quand on a la guerre sur le continent et qu'on a la fin du parapluie américain. Mais maintenant, je vais vous dire, il faut aussi chercher l'argent là où il est. Il y a en Europe des multimillionnaires et des milliardaires qui payent en taux d'imposition réel par rapport à leur fortune moins d'impôts, moins de taxes que les classes moyennes et les classes moyennes supérieures. Eh bien, nous proposons un impôt sur les plus hauts patrimoines, pas le pêcheur de l'île de Ré qui a défrayé la chronique au moment de l'ISF en France, non, sur les plus hauts patrimoines européens, qui rapporterait jusqu'à 200 milliards d'euros par an. Et on a qui permet d'investir ?
Bien sûr, qui permet d'investir dans la transition écologique, dans la réindustrialisation de notre continent, dans notre capacité à redevenir souverain en redevenant producteur. Puisque vous avez bien compris, c'est le sens de mon projet, c'est-à-dire qu'on doit produire en Europe et que la transformation écologique nous permettra justement d'avoir plus d'usines et pas moins d'usines, plus de CDI dans l'industrie et pas moins de CDI dans l'industrie, et que c'est comme ça qu'on redeviendra réellement libre. Raphaël Glucksmann, quelques questions de politique pour terminer cette interview. Votre nom est sifflé en ce moment dans les meetings de la France Insoumise. Manon Aubry estime que vous voulez réveiller l'Europe, mais que surtout vous avez réveillé les fantômes du Parti Socialiste. Elle s'appuie sans doute sur la composition de votre liste avec des figures du Parti Socialiste. Est-ce que c'est le retour dans cette campagne de la guerre des gauches? Vous savez, moi j'ai un cap extrêmement clair. D'accord ? Je veux réveiller la gauche pro-européenne et humaniste française. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Pas celle de Manon Aubry, du coup. C'est ce que nous sommes en train de faire. C'est ça que vous voulez dire quand vous dites ça? Vous savez, moi, ce qui m'intéresse, c'est les électrices et les électeurs. Et il y a des millions de Françaises et de Français qui, aux dernières élections présidentielles, se sont scindés intérieurement, qui se sont dit, pour moi, la solidarité sociale et la transformation écologique priment sur mon attachement à l'Europe ou sur mon attachement au cadre démocratique, et donc je vote Jean-Luc Mélenchon. À l'inverse, il y en a énormément qui se sont dit « je suis tellement pour l'Europe et pour le cadre de la démocratie, j'ai tellement peur des extrêmes que j'oublie ma fibre sociale ou mon attachement à l'écologie et je vote Emmanuel Macron ». Et bien moi, je veux leur dire « vous n'êtes plus obligés de vous scinder. Vous pouvez voter pour la solidarité, pour l'écologie, pour l'Europe et pour la démocratie en même temps ». Et vous savez pourquoi les gens sont enthousiastes dans nos réunions publiques? Parce que quand ils viennent me voir, ils me le disent. On a l'impression d'être enfin en accord avec nous-mêmes. On peut respirer. Qu'est-ce que vous allez faire de cet enthousiasme, Raphaël Glucksmann? Par exemple, est-ce qu'il faudra tirer un enseignement national de ce scrutin des européennes? Certains le disent, comme le Rassemblement national, qui dit qu'il faudrait une dissolution au lendemain de cette élection. Quels enseignements vous tirez de ce que vous êtes en train de nous expliquer? Déjà, moi, ce que je fais, et ce qui semble un peu étrange dans la classe politique française, c'est que je réponds à la question posée par l'élection. Cette élection, c'est une élection européenne. Donc, depuis le début, je parle d'Europe. Au début de ma campagne, on m'a dit « Attends, personne ne s'intéresse à l'Europe. Tu vas ennuyer tout le monde, mon garçon, et tu vas vraiment créer une forme d'ennui absolu. » Le résultat, c'est que les meetings sont extraordinairement pleins. Je vous invite d'ailleurs. Vous donnez le sentiment d'être content de votre campagne, d'être satisfait de la campagne que vous menez. Mais en fait, c'est beau ce qui se passe, Caroline Roux. C'est beau. Il y a des gens qui respirent à nouveau et qui sont fondamentalement attachés à des principes qui ont fait la République française. Vous savez, la gauche de Robert Badinter et de Jacques Delors, c'est pas rien dans notre pays. Eh bien, ça revit là, et ça revit de manière enthousiaste et avec ferveur. Mais ce que je veux vous dire, c'est que ces élections, elles sont fondamentales et elles sont européennes. Donc, il n'y a pas de démission ou de je ne sais quoi du président de la République derrière. Par contre, je serai ensuite le garant du cap qui a émergé dans ces élections. À gauche. À gauche. Et cela, je vous le dis, je le ferai sans scier, sans faiblir. Il n'y aura pas de retour en arrière. Ce cap-là, c'est le cap de la reconstruction. Et le message est sans doute passé à vos partenaires de la gauche. Merci beaucoup, Raphaël Glucksmann, d'avoir été notre invité. Belle soirée sur France 2.